À propos de l'émission Réplique sur Annie Ernaux, il y a un filon très simple pour comprendre les positions sociales et politiques de cet écrivain. Il faut quand même tenir compte de l'enfance. Je pense que au café épicerie d'Yvetot dans lequel elle a vécu avec ses parents, et les conversations politiques devaient aller bon train, et dans ces milieux-là, c'était plutôt un poujadisme, un mêlé d'antisémitisme traditionnel, chrétien, mais aussi populaire, et donc un peu à la Céline, et donc qu'il en soit resté des traces plus tard, ça n'a rien d'étonnant. Évidemment, ça s'élabore. Elle ne dira pas qu'elle est antisémite, mais apparemment, il y a une obsession contre l'état des Juifs qui est intéressante. Alors, il faut ajouter à ça une énorme ignorance des contextes politiques, c'est-à-dire ceux qui ont fait les attentats du 11 septembre, pour elle, c'est de beaux inconnus venus d'une terre lointaine qui, rien qu'avec des cutters, ont déboulonné les deux symboles de l'impérialisme américain. Ils n'ont d'abord rien déboulonné de l'impérialisme américain. Ils ont fait tomber 2 immeubles avec 3000 personnes dedans. Et rien qu'avec des cutters, oui, mais des cutters qui ont traversé la tolérance occidentale, le fait que les règles du jeu à l'époque étaient: on ne fait pas la chasse aux faciès, on ne va pas examiner à fond ce que possèdent les gens. Donc s'ils ne possèdent qu'un cutter, en terrorisant les hôtesses et les gens de l'avion, oui, ils peuvent prendre par traîtrise les pilotes et les égorger selon le rituel. On égorge les ennemis de la religion, de la vraie religion. Alors, autre effet de cette ignorance, quand elle dit « moi, ce que je veux, c'est qu'on laisse tranquille la religion musulmane ». Et c'est une ignorance crasse, parce que tout le monde veut laisser tranquille tout le monde. Et c'est la religion musulmane qui ne laisse pas trop tranquille les autres, puisqu'elle ne cesse d'en parler. Les textes fondateurs ne cessent de pourfendre les autres, et spécialement les juifs, mais aussi les chrétiens, pour leur perversion congénitale, essentielle. Donc les gens ne tiennent pas tellement à parler de l'islam, mais c'est l'islam qui parle d'eux, et parfois qui parle d'eux de façon beaucoup plus percutante, c'est-à-dire avec des bombes. Bien sûr, portées par on dit des fanatiques, mais c'est plutôt porté par des gens zélés qui sont mandatés par le texte pour faire le djihad. Le texte fondateur ne demande pas aux musulmans de s'en prendre aux autres, de les combattre, pas du tout. Il demande aux plus zélés, aux plus croyants, ceux qui veulent engager leur corps et leurs biens. Et c'est ce qui se passe. Donc, c'est tout à fait normal, et c'est tout à fait normal que ça fasse râler des gens et que ça induise chez d'autres une prise de position où s'exprime, comme chez Annie Ernaux, leur rage et leur colère contre le monde occidental, c'est-à-dire que la vindicte
envers ses origines, qui est forcément ambivalente, puisque ce sont ses parents, se transporte en vindicte envers le monde où elle travaille, le monde occidental, s'il n'accepte pas ses positions. Or, ces positions sont dictées par à la fois le narcissisme de l'écrivain, un écrivain quelconque a une position narcissique, c'est normal, il veut refaire le monde et le refaire à son image, ça peut se comprendre. Mais qu'il règle ses problèmes internes sur le dos du monde, ça c'est déjà un cran différent. Moi je me suis occupé d'un écrivain récemment, c'est Shakespeare. Shakespeare c'est tout à l'opposé. Shakespeare ne règle pas ses problèmes. Il étudie le monde, il montre comment le monde joue avec lui-même, comment il est déjoué par lui-même, il montre comment fonctionne la matière humaine dont il fait partie, et il a une position humble dans ce déploiement de la connaissance et de la sensation qu'inspire le monde. Donc c'est rare qu'un écrivain comme ça s'élève au-dessus de son narcissisme pour avoir une vision, non pas universelle, moi je dirais singulièrement universelle, c'est-à-dire qu'à partir de sa singularité, dise quelque chose. Je vous ai parlé l'autre jour de Sartre. Sartre, après avoir été plutôt terré pendant la guerre, s'est mis ensuite à vouloir être à la pointe de la pensée du progrès la plus ouverte, la plus révolutionnaire. Je dois dire que j'en ai profité. Je suis un enfant des temps modernes. J'ai étudié chaque numéro de Temps moderne à l'époque, quand j'étais adolescent et un peu plus tard. Et ensuite, Sartre est devenu le héros de la cause prolétarienne, qui peut culminer dans des énoncés comme « il faut tuer chaque Européen parce qu'il a produit un esclave ». Donc il ne faut pas être trop exigeant sur la clairvoyance des écrivains dès qu'ils quittent la fiction. Et le problème avec Annie Ernaux, c'est que sa fiction, c'est sa réalité. C'est la réalité plate qu'elle essaye d'activer avec une écriture vivace, et ça marche ou ça ne marche pas. Et en tout cas, les positions d'admiration face aux attentats du 11 septembre et de soutien à des organisations franchement antisémites, et c'est quelque chose qui fait partie du possible. Ce n'est pas du possible extrêmement exaltant, mais ça s'explique essentiellement par la collusion entre le narcissisme de l'écrivain, une grande ignorance et la posture de vérité que certains écrivains peuvent s'octroyer en ayant en main la cause vraie, la cause de la vérité, celle où le monde arabo-musulman est totalement opprimé. C'est intéressant comme posture. Peut-être l'Afrique est opprimée, des positions woke et tout à fait qui s'articulent, qui sont étonnantes, parce que non seulement elles sont binaires, mais elles dénoncent le binarisme. Elles sont dans une logique projective, vaguement paranoïde, qui perçoit comme persécutif tout ce qui les contrarie.
Et aujourd'hui, dans des universités, ce sont ces positions qui sont dominantes. Donc les positions dominantes sont celles qui font profession de pourfendre l'idéologie dominante, qui ne peut pas... Donc l'idéologie dominante, c'est devenu eux. Et d'autres ne peuvent pas faire des conférences s'ils ont des positions différentes. Ça fait partie des paradoxes sympathiques que produit une société comme la nôtre. Ça fait partie des paradoxes d'une société comme la nôtre, qui est tout de même une société assez libre. Je veux dire que, justement, elle permet ces contradictions, elle permet ces tensions, ces luttes. Et si des gens se plaignent de la tyrannie et des extrémistes, eh bien, ils n'ont qu'à réagir. Ils ont les moyens de se faire entendre et de réagir. Et si on les censure, ils ont aussi d'autres issues. Et ce pauvre Occident qu'on aime pourfendre au nom des autres cultures, c'est quand même l'Europe qui a peut-être fait l'esclavage, mais qui a produit plus tard l'antiracisme. Il n'y a pas d'antiracisme dans le monde musulman. Il n'y a pas d'antiracisme en Afrique. Antiracisme comme position qui combat l'exclusion et qui combat la maladie qui consiste pour une identité à faire la pointe de son manque intrinsèque, de son manque à être, en le comblant par sa haine envers l'autre, en considérant que son manque est dû à l'autre. C'est plutôt cette position qu'on trouve dans ces pays, mais on ne trouve pas une position antiraciste, même si elle est isolée. Mais en France, un certain antiracisme a existé avant de glisser en partie vers le racisme. Donc cette société qui est la nôtre, elle comporte quand même des potentiels de liberté qui sont magnifiques.